this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Bonjour à tous, c'est Lohan. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc la vidéo questions-réponses. Donc on est en compagnie d'un spécialiste de course à pied, donc il a un diplôme d'état à l'INSEP. Je vais te laisser te présenter. Alors bonjour à tous, je m'appelle Younes, je suis éducateur sportif depuis de nombreuses années en spécialité athlétisme et encore plus spécialisé dans le running. Et j'entraîne depuis, même avant d'être entraîneur, j'ai commencé à entraîner depuis tout début des années 2000 jusqu'à actuellement, où j'entraîne au club Go For It Running, dans lequel j'entraîne des athlètes de différentes disciplines, différentes spécialités, différents horizons. Donc que ce soit le demi-fond, le hors-stade, le trail, des pistards, du cross, toutes les courses d'endurance. Merci à tous, vous avez été plus de 30 à nous poser des questions, donc des questions intéressantes et diverses. Et comme nous n'allons pas pouvoir répondre à toutes les questions, comme ils ont été très nombreuses, moi je m'engage quelques jours après que cette vidéo sorte, je vais m'engager à pouvoir prendre une par une toutes vos questions et y répondre. Ça sera sur ma chaîne d'ailleurs, je le ferai sur ma chaîne directement. Lohan, sa chaîne sera en description pour que vous retrouviez le plus facilement ses réponses. Voilà. Et quelques-unes, vous verrez sur la chaîne, il y aura quand même pas mal de sujets qui ont été abordés sur les questions, qui sont déjà existantes sur certaines de mes vidéos. Ça va pouvoir mettre aussi de naviguer un peu sur la chaîne et vous permettre d'avoir quelques réponses également. Alors il y avait une question qui a été posée, qui était intéressante, qui est un peu moins de l'ordre du sport pur. Elle est plutôt de l'ordre du fonctionnement, enfin dire du sport français à travers l'INSEP. Et la question était de savoir en fait comment s'organiser en fait l'accompagnement en fait à l'INSEP pour les sportifs. Alors c'est très simple, l'INSEP en fait donc sur sélection sur leurs critères, donc les différentes fédérations voient en collaboration avec l'INSEP pour sélectionner certains athlètes. Et ces athlètes qui ont eu la chance de rentrer dans cette structure-là sont accompagnés sur le plan scolaire, la transition aussi professionnelle et également aussi la reconversion donc, de ces athlètes-là, parce qu'on peut être un athlète d'un certain âge et être toujours encore à l'INSEP pour pouvoir justement bénéficier de certains dispositifs qui sont mis en place à travers les fédérations qui passent aussi par l'INSEP. Donc que ce soit les études, que ce soit les transitions de professionnels, d'athlètes à professionnels ou des fois des études à professionnels, l'INSEP est véritablement très bien adapté pour ça. En dehors de ces aspects-là, ce qui est très intéressant à l'INSEP aussi, c'est que vous êtes vraiment chez vous, quoi. Quand vous êtes là-bas dedans, avec votre carte, vous avez accès avec bien sûr les accords avec vos fédés, vous avez accès à vos salles de sport, la réathlétisation est d'un niveau high-tech, hein. Vous êtes suivi par, je pense que par le must hein, de ce qui se fait. Et donc voilà, donc s'il y en a parmi vous qui se destinent à rentrer dans cette structure-là, allez-y, hein, ne vous posez même pas de questions. Vous verrez, vous allez apprendre tellement de choses que vous allez pouvoir restituer ça après à l'avenir. Et en dehors de ce que vous allez apprendre là-bas, vous allez voir, c'est une expérience formidable. Ce qu'il faut juste savoir, c'est quand vous êtes à l'INSEP, vous êtes dans un dispositif d'entraînement sur Paris, et donc automatiquement, vous ne bénéficiez pas de l'environnement naturel que peut-être vous allez avoir besoin dans l'année. Donc ce qui est peut-être intéressant, même si vous faites partie de l'INSEP, et de toute manière vous aurez les accords pour pouvoir sortir de l'INSEP, bien sûr via votre fédération et tout le reste, vous pouvez bien sûr organiser des stages en montagne, à Font-Romeu par exemple, ou ailleurs à l'étranger pour pouvoir développer le plus possible vos capacités, vos compétences sportives sur d'autres secteurs. Dans les différentes questions qui ont été soumises, il y en a une qui m'a semblé très pertinente. Bon, on n'est pas encore dans ce cas-là parce qu'on est sur la fin de saison, voire le début de saison pour d'autres personnes, ou peut-être la continuité pour les athlètes de haut niveau. Donc pour cela, peut-être c'est un peu sont plus concernés par cette question-là, c'est la gestion du stress. Et la gestion du stress, une large question, ça mériterait éventuellement une vidéo supplémentaire dans laquelle on pourrait aller beaucoup plus loin pour déjà décrire un peu le processus de stress. Alors ce qu'il faut distinguer, c'est qu'il y a plusieurs types de stress et il y a certains stress dans lesquels
on en a besoin parce que c'est des stress qui vont favoriser aussi la performance. C'est des stress, on va dire, je dirais pas positifs parce que ça serait faux de dire ça, mais c'est un stress qui va être là pour nous mettre toujours en veille, pour nous mettre toujours en concentration et toujours focus sur ce qu'on veut faire sur la compétition. Et ce stress-là, quand on en a, il est toujours bon parce que c'est celui qui permet d'être le plus déterminé à obtenir le résultat qu'on souhaite avoir. Ce stress-là, à la limite, on n'est pas obligé de l'aborder ici, mais plutôt aborder les stress qui sont des fois en fait avant justement l'épreuve, plusieurs heures avant, voire plusieurs jours, voire des fois plusieurs mois avant. Et ce stress-là, il est complètement négatif parce qu'il vient saboter des fois le travail quand il est là plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant. Et il est là également aussi pour aussi faire en sorte que l'athlète perde ses objectifs. Il n'est plus du tout concentré, il n'est plus du tout focus sur sa tâche, sur son objectif, ce qui fait que sur ses tâches, il n'est plus du tout en mesure justement d'assurer les entraînements correctement. Et donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que une grosse partie de ce stress-là n'est pas liée qu'à la psychologie, mais il est lié aussi à l'alimentation. Il y a beaucoup de micronutriments qui, lorsqu'ils sont absents, génèrent beaucoup de stress. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme on ne synthétise pas notre propre vitamine C, quand on est en carence de vitamine C, eh ben, on peut se retrouver beaucoup plus stressé. Par exemple, donc, ce que je vous invite vivement à faire déjà, c'est la vitamine C. Il ne faut pas hésiter toute l'année à vous supplémenter de cet élément-là parce qu'il est très intéressant pour d'autres raisons également. Là, vous verrez, vous allez vous informer aussi sur ce que la vitamine C peut vous apporter, sur le collagène, sur la gestion du stress, sur le système immunitaire, bien sûr. Et donc, cette vitamine C, il faut véritablement l'intégrer dans votre alimentation. Ensuite, vous avez aussi du stress qui peut parvenir d'un manque de magnésium. Donc vous chopez des crampes nocturnes, du mal à dormir, voilà. Et ce stress-là, du fait de manque de magnésium et que le corps en subit un peu les conséquences, il n'est pas rattrapable qu'avec du magnésium seul. C'est bien, vous pouvez essayer, mais c'est intéressant de plutôt prendre des cocktails de minéraux. Parce que, comme on sait, en fait, les minéraux sont interconnectés les uns les autres et c'est très intéressant de pouvoir plutôt prendre des cocktails de minéraux pour pouvoir assimiler si vous manquez de magnésium. Parce qu'un truc tout bête, si vous manquez de magnésium, de mémoire, si vous manquez un peu de calcium, vous allez avoir du mal à absorber le magnésium, par exemple. Bon, bref, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, c'est bien de pouvoir prendre, par exemple, du plasma marin, si vous pouvez avoir en pharmacie, dans les magasins bio aussi. Du sérum de Quinton, par exemple, le plasma de Quinton, c'est intéressant de pouvoir vous supplémenter avec ce produit-là. Ça va pouvoir aussi faire en sorte qu'en micronutriments, vous allez avoir des choses intéressantes pour éventuellement faire en sorte que votre corps fonctionne beaucoup mieux et génère un peu moins de stress. Après, toujours dans la micronutrition, il y a deux choses qui peuvent nous arriver et on met ça sur le dos de la psychologie et du fait d'être pas bien. Et des fois c'est lié à la nutrition. Par exemple, c'est les troubles du sommeil. Vous avez un trouble du sommeil qui arrive en plein milieu de la nuit. En plein milieu de la nuit, vous vous réveillez, après vous n'arrivez pas à vous endormir, et puis là c'est des films. Bon, quand ça arrive une fois de temps en temps, c'est pas grave. Mais quand ça arrive régulièrement, là il faut savoir qu'en fait c'est lié à un manque de tyrosine. Le manque de tyrosine, mais qui ne peut pas être rattrapé si vous n'avez pas assez de magnésium. L'importance du fait de supplémenter en magnésium à travers par exemple des plasmas marins s'il faut. Et la tyrosine, vous l'avez dans les protéines. C'est pour ça que c'est très intéressant de démarrer la journée avec des protéines. Moi je conseille éventuellement manger des œufs le matin. Ça peut être intéressant parce que ce que les œufs vont vous apporter en acides aminés, dont la tyrosine, va être très intéressante pour démarrer la journée. Voilà. Et derrière, vous allez voir progressivement une évolution de votre sommeil. Et vous avez
Autre chose qui est super intéressante à intégrer aussi, quand vous avez plutôt du mal à vous endormir. Parce que des fois, la personne a plutôt le stress inverse, c'est-à-dire mal à s'endormir. Par contre, quand il dort, ça ne va pas trop mal. C'est plus vraiment vers la tyrosine qui vous orientez, plus si vous avez déjà balayé le problème en prenant déjà des protéines le matin. C'est plutôt en allant vers des oléagineux en soirée, par exemple, ou des légumineuses qui vont vous apporter un peu de tryptophane. Et le tryptophane va faciliter l'endormissement. Et vous allez voir déjà, si vous faites en sorte que votre sommeil soit mieux, soit plus réparateur, en faisant en sorte que vous ayez des protéines le matin, du tryptophane le soir, et ben, vous allez déjà réduire les risques de vous stresser parce que votre sommeil déjà est mieux et vous avez une alimentation qui est beaucoup plus riche en micronutriments. En dehors de tout ce que je viens de vous citer avant, le stress ne va pas se régler qu'avec ça. Ça va être déjà un petit plus parce que déjà ça va balayer une bonne partie des problèmes ou peut-être une partie de ceux qui avaient plutôt du stress lié à leur alimentation. En revanche, il y a d'autres personnes qui, malgré qu'ils aient fait tout ça, ils vont encore avoir un stress et qui n'est pas très très bon. Moi, je vous oriente éventuellement à aller voir un sophrologue, éventuellement, voir quelques techniques aussi de relaxation, quelques techniques de yoga et de méditation qui vont peut-être vous permettre aussi de dégager un peu d'évacuer un peu ce stress-là et travailler sur vous pour pouvoir avoir aussi des points d'ancrage très importants pour éviter justement que vos pensées se dispersent vers des choses qui peuvent des fois être néfastes et ne pas être favorables pour votre préparation. Sur la course pieds nus, j'ai un avis qui est à géométrie variable, on va dire. Pourquoi? Parce que par exemple, chez les coureurs, on peut observer à un très bon niveau des personnes qui attaquent sur le plein pied, voire sur les trailers, par exemple, on voit des personnes de haut niveau attaquer talon comme des personnes attaquer avant-pied. Donc, on n'est pas sur un souci plutôt de performance si on attaque talon, si on attaque pointe de pied. On est plutôt sur un souci de prévention, on va dire, des blessures. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui pendant des années a une mauvaise pose de pied, mais que son corps s'est complètement adapté, qui ne se blesse pas du tout, je me suis toujours posé la question, c'est est-ce qu'il faut véritablement aller chercher à modifier ce travail-là alors qu'il n'y a pas de raison dans la mesure où la personne techniquement, son corps depuis des années s'est adapté à ça. Donc est-ce qu'il y a besoin de passer sur la course pieds nus pour pouvoir recorriger quelque chose? Je ne sais pas si ça va être pertinent. En revanche, ces méthodologies justement qui sont très intéressantes d'apprendre à courir pieds nus, d'éduquer son pied et tout le reste, sont très importantes dès le départ. Dès le départ, de quelqu'un qui, chez les jeunes ou chez les personnes qui recommencent à courir, qui commencent à courir et qui n'ont pas encore l'habitude, de peut-être inculquer en fait tous ces travaux-là parce qu'ils vont être très intéressants et très pertinents. Question intéressante aussi, c'est sur les prédictions qu'on peut avoir sur 800 mètres quand on est minime sur 1000 mètres. Donc savoir quel temps qu'on devrait réaliser sur 1000 mètres pour savoir ce qu'on peut valoir sur 800 mètres plus tard en cadet. Alors je risque de vous décevoir, mais il n'y a pas de lien direct. On peut avoir des très bons corps de 1000 mètres et puis finalement en cadet, voire plus, ne plus être au niveau de ce qu'on était capable de faire au 1000, et à l'inverse aussi, avoir des athlètes qui sont moyens sur 1000 mètres mais qui à l'avenir deviennent très performants sur 800 mètres. Et donc moi j'ai comme expérience de ce que j'ai pu observer depuis que j'entraîne, par exemple sur des athlètes très proches de mon secteur. Hassan Chadi par exemple, qui a eu le record de France du 1000 mètres. Et vous avez pu voir que dans les années à venir, il s'est distingué beaucoup plus sur des longues distances. Il n'est jamais revenu sur du court, par manque de puissance et par personnes qui étaient peut-être moins performantes que lui sur 1000 mètres quand il était minime, mais qui sont devenues beaucoup plus performantes que lui sur du 800 mètres. Les facteurs puissance et les facteurs, d'autres facteurs de la performance du 800 mètres rentrent en compte que lui n'a pas forcément. Et 1 an ou 2 ans avant lui, il y a eu un jeune du nom de famille de Bouillier, je crois de mémoire, qui avait dû arrêter l'athlétisme également, qui avait été très performant sur 1000 mètres et qui derrière a eu une stagnation de ses performances en cadet et par découragement, donc il a dû arrêter l'activité athlétique. Donc voilà, en fait c'est juste pour vous dire que les champions d'aujourd'hui ne sont pas forcément les champions de demain, surtout chez les jeunes, et qu'il faut être très prudent, même en tant qu'éducateur sportif,
Parce que souvent, vous allez avoir ce qu'on appelle la maturation tardive. Et le bel exemple pour ça, c'est une personne que vous connaissez, hein, si vous suivez beaucoup l'athlétisme et la course à pied, en l'occurrence le hors-stade et le marathon par exemple, c'est Christelle Donnet, qui elle n'a fait son premier championnat de France de cross qu'à partir d'espoir de mémoire. Et vous avez vu le palmarès qu'elle a. Donc voilà, tout ça pour vous dire, jeune fille, jeune garçon, n'abandonnez jamais, ne vous découragez jamais. Vous avez des qualités, maintenant le travail doit être là, le travail, la passion. Accrochez-vous toujours à ce que vous êtes capable de faire, ayez toujours de la passion pour ce que vous faites et il n'y a pas de secret, vous allez voir, vous allez obtenir les résultats que vous voulez avoir. Alors un autre sujet également, on parlait il y a une question qui était autour du pic de forme. Alors, j'aime pas trop parler de pic de forme, parce que ça voudrait dire qu'en fait on calcule pour que, hop, ce jour-là, hop, ouais, bah, c'est le 12, pas le 11, pas le 13. Pourquoi ce serait le 12 et pas le 11, pas le 13? Alors, en fait, on est beaucoup plus quand on s'entraîne, surtout quand nous on coach, on essaye de faire en sorte que dans la préparation, on puisse faire en sorte d'avoir un plateau de forme. Un plateau dans lequel, en fait, on sait que là, l'athlète, il est en forme. Ça va durer peut-être 2, 3 semaines, 4 semaines, ça dépend bien sûr de la préparation et du niveau de l'athlète. Et sur ce plateau de forme, et ben après c'est là où on va dire qu'il y a plus de travail finalement. Parce qu'au final, avant on développe les capacités. Donc là, on y va, on engrange, on essaye de ne pas faire d'erreur par rapport au surentraînement. D'ailleurs, c'est une question que j'aborderai plus tard également. Et après, bien sûr, sur cette partie où on est dans l'affûtage, on est en mode apprenti sorcier. Hein. Il y a des choses qu'on fait faire à des athlètes qu'on ne ferait pas faire à d'autres athlètes. Et ça, c'est véritablement le lien que des fois il va y avoir entre l'athlète et l'entraîneur par rapport à cette période-là. Et il y a des choses qu'il faudra faire, d'autres qu'il ne faudra pas faire. Et inversement, il y aura peut-être des choses à ne pas faire avec des athlètes que vous faites avec d'autres. C'est la partie la plus, on va dire, mystérieuse et la plus intéressante en fait de l'entraînement, parce qu'on s'aperçoit que suivant les athlètes, on ne fait pas forcément faire la même chose. Parce que dans cette période-là, il y a aussi une bonne part de psychologie qui rentre en compte. Et cette part de psychologie, il faut en tenir compte. Il y avait une expérience qu'avait réalisée Monsieur Pradet, qui est préparateur physique très connu en France. Et il avait réalisé une petite expérience avec des judokas pendant des années. Ils ont vu que les judokas, ils mangeaient, ils faisaient un peu tout et n'importe quoi avant leur combat, et que la période dans laquelle ils devaient perdre un maximum de poids était courte et ils se mettaient vraiment minables pour perdre le poids pour aller sur la balance. Et lui, en tant que préparateur physique, un minimum physiologiste aussi, il savait que sur le plan physiologie, sur le plan vraiment de la biologie, c'est pas bien de le faire. C'est plus intéressant de garder, de conserver, on va dire, un poids régulier toute l'année et puis avoir à faire un moindre d'effort à la fin. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait ça avec des judokas de l'équipe de France, hein, bien sûr, il n'a pas fait ça avec le judoka du coin. Hein. Et ce qui était bizarre, c'est qu'il n'a pas forcément fait de meilleurs résultats. Alors bon, ils sont quand même interrogés sur la nouvelle méthodologie qu'ils ont mis en place, et ils ont fait des entretiens. Et quand ils ont fait ces entretiens-là, ce qui était ressorti, c'est qu'il y avait des personnes, on leur avait posé la question justement comment ils avaient trouvé ce régime-là. Ils avaient dit, moi, quand j'ai fait ce régime-là, j'avais pas la niaque. Moi, j'adorais en fait le fait d'être hyper nerveux, d'avoir galéré en fait pendant quelques semaines à essayer de perdre du poids, parce que quand je rentrais sur le tatami, j'avais envie de manger le mec. Et voilà. Et cette dimension psychologique, on l'a occultée. Et donc, la période quand on arrive sur le plateau de forme, tout le travail de développement qui a été arrivé là, et après quand on arrive dans ce plateau, comment faire avec qui et quoi faire, c'est la communication régulière avec son athlète et de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Bien sûr, on ne va pas faire des aberrations, on ne va pas faire des phases de développement pendant cette période-là, alors qu'on sait qu'on est dans une période dans laquelle la personne doit optimiser sa performance. Mais en tout cas, c'est encore un mystère, et ça, c'est véritablement lié à la relation que va tisser le coach et son athlète.
On revient sur une partie qui est importante aussi, c'est le surentraînement. Alors le surentraînement, déjà, dans un premier temps, il n'est pas lié qu'à l'entraînement proprement dit. Souvent, quand quelqu'un s'entraîne, il pense que c'est que son entraînement qui va générer une fatigue. Et cette fatigue, en fait, du surentraînement, elle est liée beaucoup à une charge émotionnelle qui peut exister aussi en dehors de l'entraînement. Par exemple, quelqu'un qui a un travail dans lequel il se déplace peut-être 1 heure le matin, 1 heure le soir, son activité est très prenante nerveusement ou physiquement, et bien sûr va se greffer par-dessus ça ses entraînements. Et si la personne en plus peut avoir une vie sentimentale ou une vie familiale un peu dure, et bien sûr tout ça va rentrer dans l'addition, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait souvent la charge d'entraînement est très difficile à évaluer quand on prend en compte tout ce qu'il y a à côté. Donc, et souvent elle est liée beaucoup plus à une charge nerveuse plutôt qu'à une charge physiologique et physique, parce que au final, on refait rapidement ces réserves, de la mémorisation, des choses comme ça, qui existent pour pouvoir savoir si nos temps de réaction et de réflexion sont suffisamment longs ou pas assez longs, et ça peut déterminer s'il y a une charge mentale, une charge psychologique qui est importante. Je vous laisserai vous renseigner par rapport à ça, c'est des travaux qui ont été réalisés, il me semble, au début des années 2000, et qui sont intéressants et pertinents aussi par rapport à ça. Et après, l'un des moyens, on va dire, biologiques de savoir si vous êtes surentraîné ou pas, c'est le taux de CPK. Alors, si vous voulez faire une analyse de sang et regarder le taux de CPK, il faut éviter de le faire derrière l'entraînement. Pourquoi? Parce que le taux de CPK, automatiquement, après un entraînement, il sera élevé parce que vous avez dégradé des choses et donc ça circule dans le sang et donc vous allez voir, il sera haut. Il faudrait le faire après une période de récupération. Donnez-vous une période de récupération assez longue, 4, 5, 6 jours éventuellement. Faites une analyse de sang à ce moment-là. Si le taux de CPK est élevé, encore après avoir pris du repos, là c'est que votre corps il est en train de se consommer, il est en train de se bouffer pour essayer de survivre, entre guillemets survivre, pour essayer d'échapper à ce qu'on lui donne. Donc là, il est intéressant de faire cette prise de sang éventuellement pour regarder. Mais bon voilà, pour résumer, il faut prendre en compte la charge extérieure à ce que vous faites et votre entraînement. Et il faut savoir s'écouter et savoir discuter avec votre entraîneur. Et bien sûr, pour savoir si sur le plan de la dégradation, si vous avez atteint un niveau un peu élevé, refaire une prise de sang pour vérifier si vous avez un taux de CPK élevé ou pas. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo et d'avoir regardé jusqu'au bout. On a essayé de répondre à un maximum de questions. J'espère que les réponses vous ont satisfaites. Voilà. Et donc moi je m'engage, comme je vous ai dit, quelques jours après que cette vidéo soit postée à répondre à toutes les questions. Il y en a quelques-unes qui se regroupent, donc je pourrai répondre à l'ensemble. Je vous invite vivement à aller éventuellement sur ma page donc, YouTube, sur lequel en fait j'ai aussi quelques vidéos qui abordent des sujets dans lesquels vous avez posé des questions. Notamment, j'ai une préparation sur 3 mois d'un 10 km. Par exemple, je propose le 10 kg en 3 mois. Par exemple, sur la nutrition, notamment l'arnaque Herbalife, par exemple. Bref. Et tu comptes aussi alimenter ta chaîne YouTube, j'ai cru comprendre, avec d'autres vidéos, d'autres contenus exclusifs qui répondront un peu peut-être à certaines autres questions. Exactement. Par exemple, là, j'ai vu quelques questions qui mériteraient véritablement des vidéos plus longues ou même éventuellement des séries par discipline. J'ai vu par exemple la préparation, comment on se planifie une préparation sur 10 km, sur 1500, sur 800 et ce qui s'ensuit. Et là, ça mérite éventuellement une série. Moi, je vous invite, pour m'encourager véritablement à pouvoir faire ces séries-là, à liker un maximum tout ce que j'ai déjà produit et éventuellement les vidéos qui vont arriver. Et bien sûr, tout ce que je vais pouvoir vous basculer par la suite. Voilà. Et si la vidéo atteint 150 j'aime, on pourra faire éventuellement une partie 2 où on répondra à d'autres questions, peut-être à la suite, peut-être d'autres questions que vous avez envie de nous poser. Et ce sera disponible en vidéo. Donc 150 likes et il y aura éventuellement une suite. Alors même si, parce que vous ne savez peut-être pas, Lohan ne sera peut-être pas dans le coin, il sera à l'étranger, moi je serai toujours par là, ça ne nous empêchera pas de faire ça par vidéoconférence ou même peut-être organiser des lives si besoin. Hein. Voilà. Merci merci à tous de nous avoir suivis et à plus pour d'autres vidéos. Au revoir. Je suis entraîneur ici dans un club, à Go For It Running.
et que ça me prend quand même pas mal de temps à planifier un peu l'entraînement de tout ce beau monde-là. Je me suis lancé aussi également dans les plans d'entraînement pour les personnes un peu que je n'ai pas forcément localement qui voudraient être suivies par moi-même. Donc voilà, si vous allez sur mon site internet jsportcoach.com, et vous pourrez automatiquement avoir accès à certains éléments de mon site internet, vous verrez bien. Et sur la partie en fait prestations, je propose éventuellement des plans d'entraînement, que ce soit des plans d'entraînement de course à pied tout simplement, des plans d'entraînement course à pied couplés avec de la préparation physique, ou bien des plans d'entraînement plutôt liés qu'à la préparation physique, parce que certains d'entre vous ont déjà des entraîneurs et qui sont très satisfaits de ce qu'ils font avec eux, et ils voudraient juste peut-être avoir 2 voire 3 séances de préparation physique supplémentaires à caler sur leur programmation. Voilà.